Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de We Live in Time. Si la vidéo te plaît, n'hésite pas à la liker, à t'abonner et à la partager, ça fait super plaisir. Mais trêve de bavardage et parlons de ce drame romantique. We Live in Time, ou L'amour au présent, en VF, est donc un drame romantique franco-britannique. Réalisé par John Crowley, il est sorti dans nos salles le 1er janvier 2025. Au casting, on découvre Florence Pugh, Andrew Garfield, Grace Delaney, Marama Corlett, ou encore Lee Braithwaite pour ne citer que. Le budget pour ce film est de 38,8 millions de dollars. Au niveau du scénario, on suit un couple dans 3 grandes périodes de leur vie. Leur rencontre est le début de leur relation, la partie centrale est le développement amoureux, et aussi ce qu'on pourrait appeler la fin. Alors on va s'immiscer aussi bien dans leur intimité, dans leur vie quotidienne, que dans leur vie professionnelle et dans leur passion. De la construction à la disparition en passant par l'émotion, ce film type Slice of Life vous transportera dans diverses sensations et encore une fois émotions. Entre amour, douleur, vie et mort, découvrez We Live in Time. Vous en avez l'habitude, nous verrons d'abord les points positifs puis les points négatifs et j'aborderai mon avis sur ce film. Commençons donc par les points positifs. Alors premier point positif, on a la façon d'aborder la mort. Ce film traite indéniablement de la mort, qu'on parle directement de leur rencontre, qui est quand même liée à un accident de voiture qui aurait pu être plus grave, le développement de leur vie qui est quand même lié aussi au cancer, avec ce cancer qui vient une première fois, cette rémission, ce cancer qui revient, et cette partie finale, attention spoiler, où le personnage de Helmut décède. Toutefois, ce film utilise la mort pour avant tout mettre en valeur la vie. Et c'est ça qui est très important dans cette vision assez pédagogique en fait du cancer et de tout le processus qui amène à la mort. C'est les moments importants, la vie quotidienne, les moments de qualité qui mènent tout le monde à la mort, on meurt tous un jour, mais ici c'est les moments de vie et les moments joyeux qui sont mis en avant. C'est dans une ironie poétique que le quotidien sera l'intrigue principale et les moments de joie seront les moments clés du film. Le fait de vouloir vivre, le fait de vouloir donner un sens à des passions, des sens à la vie tout simplement, et surtout de vouloir marquer le passage de la vie sur Terre. Chaque péripétie a donc pour but de montrer l'importance de la vie, et même jusqu'à la phrase de l'actrice principale, de Florence Pugh, qui joue le personnage de Hal, qui dit qu'elle préfère vivre 6 mois à fond et les vivre à 100%, plutôt que vivre 12 mois avec un traitement médicamenteux assez fort, avec de l'acharnement thérapeutique, et franchement, c'est un message qui est présent tout au long du film. Le message est certes fort, mais il n'est pas là pour tabasser les spectateurs, c'est pas du lourd, c'est plein de subtilités, on nous dit pas clairement la vie c'est important, la vie c'est... Non, c'est vraiment avec ces scènes où ça nous transmet quelque chose, on se dit ah ouais c'est quand même bien de faire ça, c'est quand même bien de faire ça, alors que c'est juste des scènes du quotidien, mais en prenant le recul nécessaire, avec cette histoire de cancer, avec la mort, on se rend compte que les moments de bonheur ils sont aussi dans le quotidien. On voit alors la beauté de la vie quotidienne, avec les gens qu'on aime, avec les passions qu'on peut faire, avec une activité professionnelle qui serait épanouissante, et donc on se rend compte que quand on veut, on peut, et on peut trouver des petits détails dans notre quotidien encore une fois qui nous font être heureux. Alors attention, le film fait tout cela en gardant quand même le poids du cancer qui est quand même présent et qui est la péripétie principale qui mènera à la fin du film. Mais le film fait pas passer ça pour une fin en soi, il fait passer ça pour une péripétie qui, malheureusement, cet obstacle a été trop grand à franchir. Mais pas parce que le cancer, on ne peut pas s'en sortir. Il le fait passer parce que c'est un choix, et c'est le choix de Hal d'avoir voulu vivre à 100% avec sa famille, plutôt que d'avoir voulu... s'en sortir, mais au prix d'énormes souffrances, les souffrances qu'elle avait déjà eues lors de l'apparition de son cancer. Donc elle sait à quoi s'attendre et elle fait ce choix en connaissance de cause. Toutefois, même quand les moments difficiles sont mis à l'écran, donc attention, de façon subtile encore une fois, ou de façon à nourrir le scénario, on a l'humour qui arrive quand même à se frayer un chemin à chaque moment triste, est accompagné d'une petite blague, d'un petit mouvement d'espoir de soit le personnage d'Andrew Garfield, soit le personnage de Florence Pugh, et ça c'est super bien fait. Pour finir sur ce point positif, parlons de la conclusion qui est assez douce, qui certes nous laisse un petit peu un goût encore plus amer peut-être, mais en tout cas qui montre que cette maman part après avoir réussi quelque chose, cette maman part après avoir passé du temps avec sa famille sur une activité qu'elle n'osait plus faire parce que c'était trop pour elle, et elle s'en va petit à petit avec sa famille qui lui fait au revoir. C'est une métaphore très belle pour montrer une mort douce, mais bien présente, encore une fois. Cela nous brise donc d'autant plus le cœur, mais au moins ça nous fait ressentir des choses. Deuxième point positif, on a le casting bien évidemment. Quel bon choix déjà d'avoir choisi un duo assez éclectique,
Que ce soit Florence Pugh ou Andrew Garfield, on les voit ici dans un drame romantique, on les a vus chez Marvel en tant que Spider-Man ou en tant que Yelena Belova, c'est vraiment des acteurs qui savent tout jouer. Et là, dans ce film, la prestation notamment d'Andrew Garfield m'a beaucoup fait penser au très bon Tic Tic Boom, où il est vraiment monstrueux et on a ce côté drame que je retrouve vachement dans sa façon de jouer. Les deux acteurs se transportent l'un l'autre dans un quotidien banal et donc peuvent se concentrer sur l'interprétation, sur la relation entre les personnages et comment ils le montrent ne serait-ce qu'en un regard. Et ça, le but aussi, c'est de le faire transpirer l'écran et donc d'atteindre le spectateur. Et franchement, c'est réussi, ces deux acteurs réussissent à nous intégrer comme si on était dans le couple et à faire ressentir joie, colère, émotion, tristesse. Les péripéties restant quand même des obstacles de la vie de Monsieur Tout-le-Monde. Alors attention, tout le monde n'a pas un cancer, mais je veux dire, ça peut arriver à n'importe qui. Toutes les actions du film peuvent arriver à n'importe qui. Et c'est très bien retranscrit par les acteurs qui n'en font pas trop, qui montrent un peu comment n'importe qui pourrait réagir dans cette situation, et ça permet d'être encore plus en immersion et de se reconnaître encore plus dans les personnages. Troisième et dernier point positif, on a la bande originale. Quoi de mieux dans un film qui se veut dramatique que des musiques qui peuvent tirer des larmes, avec des violons, avec de l'épique, mais aussi du nostalgique. Ici, cette dimension est très bien dosée, on ne tombe pas dans le drame à fond avec des violons qui partent dans tous les sens, on en a, mais qui sont bien dosés et qui sont surtout répartis sur les moments de joie comme de tristesse. Parfois, quand il y a un cut et qu'on passe de la joie à la tristesse, la musique continue, et ça montre aussi cette continuité dans les émotions, et donc le film se dose parfaitement avec des musiques qui nous transportent et qui accompagnent le jeu des acteurs. On a donc encore une fois cette ambivalence vie-mort, ne serait-ce que dans le thème instrumental. Après avoir vu ces magnifiques points positifs, passons aux points négatifs, et oui, il y en a mais un seul à mon sens. Premier et unique point négatif, on a la structure du film. Désirant déstructurer son intrigue pour faire avancer en fait 3 intrigues en une, les 3 périodes de la vie que j'évoquais dans l'introduction, le film tombe dans l'adage de l'arroseur arrosé. On veut essayer de se perdre dans cette vie de couple, essayer de zigzaguer, essayer de trouver la solution, mais parfois c'est un petit peu compliqué et ça fait décrocher un peu les spectateurs. Alors oui, on a des éléments, les coupes de cheveux, le ventre de la femme enceinte, la maison, mais très vite on s'y perd car il y a parfois des scènes qui durent ne serait-ce que 30 secondes dans une période pour basculer sur une autre période juste après. Parfois c'est un peu dur à suivre et ça m'a rappelé un petit peu ce changement de période qu'on peut voir dans le film Here, sorti il n'y a pas très longtemps, le film de Robert Zemeckis, où là il y a aussi les personnages qui changent, mais c'est un peu du pareil au même avec des périodes temporelles qui sont parfois pas très bien dessinées. Plus le film avance et plus les limites entre ces périodes se rétrécissent forcément, on commence à connaître la vie et on fait les liens. Mais malheureusement, quand dès le début on est perdu, c'est compliqué de raccrocher en cours. Quand on comprend, ça fait plaisir, mais pour ceux qui n'ont pas forcément réussi à se concentrer, à trouver les détails, ça peut faire lâcher les spectateurs encore une fois. C'est donc dommage car comme l'intrigue n'est pas non plus extrêmement dynamique, étant du slice of life basique, avec une vie quand même rythmée par ce cancer, rythmée par des objectifs, mais qui n'est pas non plus hyper pleine d'action, on n'est pas sur un film d'action et c'est pas le but, attention. Mais du coup, ce rythme assez lent et contemplatif, plus ce côté chronologique mal dessiné, ça peut faire lâcher et c'est bien dommage. Après avoir vu ce point négatif, je vais vous donner mon avis sur ce film. Alors moi j'ai vraiment adoré ce film, il m'a transporté, disons-le, il m'a fait beaucoup pleurer. Sur les 1h40, sans mentir, je pense que les larmes n'ont pas cessé de couler pendant au moins 1h10, 1h20. Donc je pense que le côté drame a fait ses preuves, accompagné bien évidemment par le côté romantique. Ce que j'ai particulièrement aimé sur ce film, c'est que la mort n'est qu'un prétexte pour parler de la vie, et surtout de sa valeur et de la valeur des moments du quotidien, et des moments somme toute assez basiques. Au regard de tout ça, et avec le côté romantique, le côté famille, l'impact de la fin est encore plus violent, en fait, parce que même si on est sur une mise en scène douce, c'est plutôt une métaphore de la mort, et ça nous détruit encore plus, et franchement ça nous laisse encore plus un goût amer dans la bouche, ou plutôt le goût salé de nos propres larmes. Les personnages sont hyper attachants, que ce soit les parents, la petite fille, le commis, tout simplement l'entourage. C'est assez touchant de les voir se développer, se rencontrer, s'aimer, passer des moments de vie, et quand ça s'arrête, c'est brutal, même si la mise en scène, encore une fois, je l'ai trouvé géniale, parce qu'on a pris le parti pris, encore une fois, de montrer la vie. On ne montre pas la maman en train de décéder dans un lit d'hôpital, on montre la maman s'éloignant dans un moment de joie, dans un moment de jeu avec son mari et sa fille. C'est en ça que je voudrais dire que le côté slice of life est très réussi. On s'intègre dans ce quotidien et on a l'impression de faire partie de la famille. L'ambiance générale du film, que ce soit par la colorimétrie, que ce soit par l'ambiance musicale ou tout simplement le scénario, nous plonge dans une ambiance nostalgique et qui est apte à nous faire lâcher nos sentiments.
Surtout qu'en tant que spectateur, on sait pertinemment la fin, on sait très bien qu'elle va mourir de son cancer, c'est un petit peu le pitch du film. Donc ce que les personnages ne savent pas, nous on le sait déjà, et pourtant on arrive quand même à rentrer dans l'histoire et à s'attacher au personnage. On en vient même à espérer une happy ending et être surpris, même si, encore une fois, on sait pertinemment ce qui va arriver. S'agissant de la structure, du rythme, oui, j'ai été décontenancé, j'ai essayé d'accrocher, mais parfois je me disais, est-ce qu'elle va avoir un deuxième enfant parce qu'elle est enceinte? Non, c'est la première période. Quand elle s'est coupé les cheveux, c'était plus clair. Mais au début, on est un petit peu perdu dans cette bascule entre les trois périodes de leur vie, d'autant qu'on ne sait pas que ça va être mis en scène comme ça et on ne le comprend pas très bien au début. Toutefois, les indices laissés m'ont suffi, mais je sais que par exemple, les gens à côté de moi ne comprenaient pas tout, je les entendais chuchoter en se disant qu'est-ce qui se passe et tout ça, même en règle générale, ce qui ressort du film, c'est que la structure était un petit peu un parti pris qui a un peu moins bien marché. Toutefois, ce qui ressort vraiment du film, et ce qui ressort de ce que j'ai pensé du film, c'est que le côté émotion est très bien réussi, le côté immersion également, le côté attachement au personnage également, ce qui en fait donc un très bon drame romantique. L'année 2025 commence donc très fort niveau émotion, avec ce film qui m'a littéralement fait chialer pendant des heures. Tout cela dû à une écriture dramatique maîtrisée et surtout un jeu d'acteur monstrueux de la part de Andrew Garfield et Florence Pugh. Pour ce film donc je mets la note de 9 sur 10. S'agissant du futur de ce film, bien évidemment il n'y aura pas de suite, on est vraiment sur là un drame écrit en one shot, écrit pour un seul opus qui a un début, une fin, on le sait très bien. Tout ce qu'on peut lui souhaiter c'est d'être vu et revu, que ce soit au cinéma pour la fin de sa vie en salle ou sur les plateformes, car on sait qu'on a vu le logo Canal+ au début, on sait que très bientôt le film arrivera sur les plateformes et ce sera l'occasion pour ceux qui ne vont peut-être pas au cinéma de le découvrir, en tout cas je vous le conseille. S'agissant des retours, ils sont plutôt positifs, même si le film n'a pas suscité bizarrement beaucoup d'intérêt au cinéma malgré ses têtes d'affiche, les critiques et les spectateurs qui l'ont vu le louent, notamment pour le jeu des acteurs et pour le côté dramatique qui en a ému plus d'un. Toutefois, certains évoquent le film comme un tire-larme, comme un film beaucoup trop triste, qui est là juste pour nous faire pleurer sans forcément avoir beaucoup de fond. Je peux comprendre, mais comme je vous l'ai dit, je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. Il y a ce côté, il faut voir la beauté du quotidien que peut-être les gens qui disent ça n'ont pas vu, ils ont peut-être vu que le côté cancer triste alors que le film n'est pas du tout ça. S'agissant des chiffres, en un peu plus de 2 semaines, le film aura rapporté seulement 42 millions de dollars. Ce qui dépasse légèrement le budget, mais qui n'en fait pas un film rentable. Comme je l'ai dit, le fait que Canal ait investi un billet dessus fait qu'il arrivera très bientôt en streaming et pourra donc, avec la fin de vie des salles, rendre le film rentable, en tout cas un petit peu plus qu'actuellement, et le faire découvrir à d'autres personnes. Donc pour le rayonnement de We Live in Time, affaire à suivre. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous avez aimé le film ou que vous l'avez détesté, attention, donnez-moi votre avis dans ce même espace. Merci à tous d'être là chaque semaine. N'hésitez pas non plus à vous abonner sur Insta et TikTok pour plus de contenu. C'était Greg pour Popcorn Studios, coupé.